Bon, me revoilà. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je fais ces vidéos avant de faire la vidéo concernant le sauvetage du sanctuaire, parce que celle-ci va me prendre plus de temps, puisqu'il va falloir que j'explique un petit peu la situation et la vraie version pour que tout le monde l'ait, au lieu de se baser que sur la version des personnes qui sont en grande partie responsables de la situation du sanctuaire. Donc elle va prendre un petit peu plus de temps et je suis en train de la préparer depuis un bon moment. Et malgré que certaines personnes me disent qu'il fallait plutôt que je dise rien, etc., je vais quand même faire cette vidéo, ne serait-ce que pour que la vérité puisse voilà, être un petit peu dite, parce que c'est un petit peu facile en fait de faire des petits sous-entendus, voire carrément des insinuations fausses, et de dire ensuite que je suis une cinglée, une schizophrène, une manipulatrice, une menteuse, une bipolaire, qu'est-ce que j'ai eu encore, donc une schizophrène, enfin voilà, tout un tas de petites choses, voilà, sans que je puisse répondre. Donc cette vidéo, je vais la faire en citant bien tous les intervenants. Si, je vais le faire. Et par contre, ce que je vais faire, moi, au lieu de lancer des choses comme ça sans en apporter la preuve, c'est que je vais présenter un petit peu toutes les copies d'écran, les documents et les choses qui sont factuelles et pas complètement subjectives et donc interprétables comme on a envie. Voilà, donc avant de faire cette vidéo pour le sauvetage du sanctuaire, pour expliquer un petit peu la situation, l'urgence, etc., je voulais parler du deuxième projet qui pour moi est le plus important après le sauvetage du sanctuaire, et peut-être même aussi important, puisqu'il concerne là la façon dont on milite depuis des décennies, de la façon dont on aborde le combat. Et je vais pas l'expliquer aussi bien que Tiffaine Lagarde de 169 Libération Animale, mais je voudrais voilà, parler de ce projet que j'ai pour avoir aussi les avis un petit peu de tous les militants ou associations, petites ou grandes. Je l'avais déjà évoqué dans la vidéo que j'avais fait pour commenter le manifeste qui avait été fait par le parti animaliste, en fait, enfin par 27 associations pour le parti animaliste il y a un an et demi maintenant, presque 2 ans. Donc j'avais commenté un petit peu les 30 mesures de ce manifeste, et je remettrai la vidéo que j'avais faite à l'époque. Je vais la remettre en commentaire pour qu'on puisse un petit peu reprendre tout ça ensemble. L'idée que j'avais, c'était vraiment de faire du coup plus un manifeste, puisque le terme a déjà été utilisé et que j'aime bien pas faire la même chose que les autres. Je voulais parler d'un moratoire, en fait, quelque chose vraiment de fort qui puisse faire avancer les choses. Parce que les pétitions, les manifestations, on voit ce que ça donne. C'est-à-dire que là, les avancées pour les animaux, on ne peut pas dire que ça soit flagrant. C'est même exactement l'inverse. Et donc, il faut qu'on puisse se remettre en question, mais toutes et tous, pas seulement tel assaut ou voilà. Il faut faire un constat, c'est que les animaux aujourd'hui sont toujours massacrés dans les abattoirs, sont toujours reproduits dans les élevages de chiens, de chats, de furets, de lapins, ce que vous voulez, et sont toujours massacrés aujourd'hui même, puisque vous allez peut-être entendre des coups de feu, puisque c'est l'ouverture de la chasse. Donc que ce soit les animaux sauvages, les animaux d'élevage ou les animaux dits de compagnie, la situation n'a absolument pas évolué, enfin en tout cas pas de manière assez significative pour que ça puisse se remarquer, surtout pour eux, puisque je rappelle que c'est quand même eux les victimes, donc moi je trouve un petit peu facile, encore une fois, de dire on attend, on prend notre temps, on fait des petits pas, etc., parce que c'est pas nous les victimes. Donc du coup, je voulais vraiment, j'ai travaillé sur ce moratoire, donc pour pouvoir un petit peu exprimer tout ce qu'on évoque dans les pétitions, ce dont on parle, les manifestations qu'on fait. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une autre vidéo pour connaître un petit peu l'impact réel des manifestations et des pétitions.
Et donc dans ce moratoire, je voudrais reprendre un petit peu point par point. Donc déjà, faire un petit peu le point de la situation depuis combien de temps les associations se battent, hein, parce qu'on n'est pas les premiers à se battre. Voilà, je me rappelle de publicité de la Fondation Bardot, par exemple, qui disait un cheval, ça se mange pas, donc il y a peut-être 30 ans, 40 ans. Oui, un cheval, ça se mange pas, mais une vache, ça se mange pas non plus. Un chien, ça se mange pas. Une chèvre, ça se mange pas. Un mouton, ça se mange pas. Une vache, ça se mange pas. Et par contre, bah, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de chevaux dans les abattoirs, par exemple. Donc c'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas d'essayer d'avancer à petits pas, puisque si 50 ans après, les chevaux vont toujours à l'abattoir, qu'est-ce qui va en être? Alors pour les vaches, pour les cochons, pour les chèvres, on va refaire la même chose à chaque fois et mettre 3 siècles à obtenir l'abolition de l'abattage d'une espèce. Et donc les poules et les poissons, j'aime autant vous dire que c'est pas demain qu'ils vont avoir la paix. Donc si ça fonctionne pas, si ça fonctionnait, bah, tant mieux, je serais la première à être contente, mais ça fonctionne pas puisque la réalité nous démontre le contraire. Donc si ça fonctionne pas, il faut essayer d'autres méthodes, sans avoir la prétention de dire qu'elles vont fonctionner, mais en tout cas il faut essayer toutes les méthodes qu'on puisse essayer. Je rappellerai juste au passage que pour ma part, je condamne absolument pas les personnes qui ont cassé des vitrines de bouchers. Donc ça, vous pouvez l'encadrer et bien le garder, puisque je vois qu'il y a certaines grandes assos qui condamnent ça et qui condamnent donc d'autres personnes véganes qui sont censées être donc de leur côté, je dirais, et qui les condamnent pour faire du politiquement correct. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est pas franchement ma tasse de thé, le politiquement correct. Et donc je condamne absolument pas ces personnes-là, puisque nos ennemis sont aussi les personnes qui vendent du cadavre d'animal, donc les bouchers. Et puisqu'on ne nous écoute pas autrement que par la violence, et je pense que malheureusement, il faudra un jour que ce combat passe par la violence, et que si on veut pas être, si on veut pas nous entendre autrement que par la violence, ou en tout cas par la mobilisation citoyenne. Donc quand on parle d'une vitrine cassée, on parle quand même d'une vitre qui est cassée. Derrière cette vitre, il y a des animaux morts. Donc à choisir entre avoir de la peine pour une vitrine ou des êtres vivants qui ont été massacrés en masse depuis des siècles, mon choix est vite fait, et donc je ne m'aventurerai pas à condamner ces personnes, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. En tout cas, elles essaient de faire des choses, et c'est pas forcément la bonne méthode, puisqu'effectivement, casser une vitrine en soi, ça va pas fermer un abattoir. Mais c'est peut-être un signal fort pour l'État, la preuve puisqu'on en parle dans les médias. Et donc certains nous diront oui, mais l'image des véganes, etc. Faut pas se tromper de combat. En fait, on n'est pas là pour savoir ce qu'on va penser de nous ou notre image, etc. On est là pour essayer de tenter toutes les solutions pour obtenir gain de cause pour les animaux. Et donc on se fout un peu de savoir en fait ce qu'on va penser de nous, puisque même quand on est pacifiste, on prend les véganes pour des abrutis. Donc j'ai envie de dire, peu importe ce qu'on fait, du moment que ça peut faire avancer les choses. Et là en l'occurrence, le fait que ces personnes aient cassé des vitrines, et voilà, ça envoie un message fort à l'État. Qui ne veut pas nous entendre, quoi qu'on fasse en fait pacifiquement ou non. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse par rapport à ces vitrines, parce que je trouve ça un petit peu facile de la part d'associations véganes d'aller condamner ces personnes, surtout quand on n'a pas la bonne solution pour abolir l'esclavage animal. Et aujourd'hui, cette solution, personne ne l'a, puisque les animaux sont toujours massacrés, que ce soit les animaux sauvages, d'élevage ou dits de compagnie. Voilà, donc dans ce moratoire, je voulais évoquer donc un petit peu la situation, où on en est, ce qui a évolué, les lois qui ont pu être mises en place et qui ne sont pas respectées. Je voulais parler aussi du rôle de la DDPP, donc anciennement la DSV, les services vétérinaires, qui sont censés, en fait, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais qui sont les seuls à pouvoir saisir un animal en cas de maltraitance, par exemple. Donc quand on est une association, on est obligé, petite ou grosse association, si on veut faire les choses légalement, de passer par la DDPP pour obtenir la saisie d'un animal quand il est en danger ou maltraité. Il se trouve que sur 100 cas signalés à la DDPP,
quand il y en a un qui est réellement traité et où l'animal est sauvé, déjà on est content. Donc ils font pas leur travail, ça c'est dit et redit, ils sont payés pour le faire, on le fait bénévolement, et en plus ils viennent emmerder les associations pour leur imposer des règles restrictives à souhait, juste pour couler les assos, puisqu'ils voient en nous des concurrents, voilà, alors qu'en plus on fait leur travail bénévolement. Donc ils ne veulent rien faire, ils ne veulent pas agir, donc évidemment les gens qui aiment vraiment les animaux sont obligés de faire autrement. Pour ceux qui sont sur le terrain, ils savent de quoi je parle. Et donc il faut parler de ça aussi parce que c'est un budget de l'État qui est consacré à ce service d'État qui ne fait absolument pas son travail et dont l'argent pourrait servir justement à des associations qui font, elles, le travail. Voilà, donc par exemple, pour citer un cas précis, le sauvetage des 38 chats à La Rochelle il y a 2 ans, la DDPP est intervenue et trouvait que tout allait bien. Donc ils n'ont pas saisi les chats, on a fait le travail à leur place, j'ai pris les chats en charge donc chez moi et en fait on leur a signalé que ça allait recommencer puisqu'il fallait prendre des mesures aussi pour cette personne. On a déposé plainte contre la personne qui les détenait et 2 ans après, là il y a quelques semaines, on m'a encore alerté, enfin ça fait plusieurs fois qu'on m'alertait mais je ne peux pas prendre encore de nouveau 40 chats en charge. Et donc, c'était début juillet, il y a 30 chats qui ont été retrouvés morts à l'intérieur de l'appartement. Les autres se sont échappés à l'arrivée des pompiers, je crois. Donc ça a recommencé et là elle est de nouveau rentrée chez elle et elle va recommencer. Là cette fois-ci la DDPP est intervenue, a constaté donc que les animaux étaient morts, mais il n'y aura pas plus de mesures qui vont être prises et donc la situation n'aura pas avancé malgré tout ce qu'on a pu faire pour alerter la mairie, voilà, qui se contrefout de notre action, qui se contrefout du sort des animaux, etc. Voilà, donc ça je voulais en parler aussi dans le manifeste et ensuite je voulais reprendre point par point en fait nos demandes. Mais les demandes de toutes les personnes qui peuvent constituer la protection animale ou la libération animale, c'est-à-dire les associations, mais aussi les particuliers qui agissent tout seuls un petit peu dans leur coin, qui essaient de nourrir des chats, qui essaient de sauver un animal par-ci, par-là, parce que toutes les idées en fait sont bonnes à prendre dès l'instant où c'est des personnes de terrain qui connaissent la réalité de la catastrophe que subissent les animaux. Et donc, à la même manière que de la même manière que dans le manifeste, je voulais reprendre toutes les demandes qu'on puisse avoir à formuler pour les animaux sauvages, pour les animaux dits de compagnie, pour les animaux d'élevage, et ensuite pour les mesures un petit peu plus globales, parce qu'il y en a qui concernent tous les animaux, il y en a qui concernent la justice, il y en a qui... Voilà, mais en fait, toutes ces demandes-là, on passe notre temps à les gueuler sur Facebook, à faire des pétitions. Donc si on parle des pétitions, je ferai une vidéo vraiment spécifique là-dessus, mais on peut en parler 2 minutes. Combien il y a eu de pétitions, par exemple, pour l'abolition de la corrida? Je ne sais pas, il y en a eu 1500, 15 000. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui la corrida est abolie? Non. Donc les pétitions, c'est plus la peine de signer 150 pétitions par jour, 500, j'en reçois des dizaines par mail. Elles ne servent à rien et encore moins quand elles restent sur le site sur lequel elles sont. Elles ne sont pas remises à un chef d'État, elles ne sont pas remises à un ministre, elles ne sont pas remises à un préfet. Donc on gueule, on a l'impression d'avoir agi, on signe quelque chose, mais ce quelque chose ne va pas servir de poids pour faire pression. Donc si vraiment on veut faire des pétitions, il faut en faire qui soient... je me souviens d'en avoir signé une qui était, il me semble, sur les cosmétiques pour les tests sur les animaux. Où il fallait mettre son numéro de carte d'identité. C'était une pétition qui avait vocation à être remise devant la Cour européenne. Et donc là, ça a du poids parce qu'il y a un numéro de carte d'identité, parce qu'on s'engage vraiment. Et il y avait plusieurs points dans la pétition. C'était pas juste êtes-vous pour ou contre la pétition, c'était vraiment très concret. Donc ce genre de pétition, oui, mais faire des pétitions qui ont déjà été faites 15 000 fois auparavant, ça n'a aucun intérêt. Et donc du coup, on a cette méthode. Ensuite, on a les manifestations, donc j'en parlerai aussi. Quand vous prenez la marche pour la fermeture des abattoirs, par exemple, voilà, je suis tout à fait pour, évidemment, ce genre de manifestation. La seule chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que ça fait vraiment avancer les choses. Donc, il y a 5000 personnes qui défilent dans Paris. Il faut savoir que dans Paris, il y a 20 manifestations par jour. Donc, ça n'apporte absolument
aucune pression ni à l'État. Vous pensez bien que Monsieur Macron, pendant il y a 5000 personnes qui défilent dans Paris, je suis même pas certaine qu'il soit au courant qu'on soit en train de défiler. Donc ça lui fait aucune pression. Les Parisiens sont habitués aux manifs, donc ça les dérange absolument pas. Et au final, bon, bah, il y a 5000 personnes qui se sont déplacées, mais qu'est-ce que ça a fait avancer concrètement? Alors, s'il n'y a qu'une manifestation comme ça dans l'année, ça va, puisque ça mobilise peu d'énergie. Le problème, c'est qu'il y en a sur tous les sujets, tous les jours, et qui n'ont pas d'effet concret sur la suite donnée à la manifestation qu'on envisage. Donc il faut bien se... Voilà, me revoilà, ça a coupé à cause du manque d'espace de stockage. Donc je parlais des manifestations et de la façon dont on milite tous, dont on aborde ce combat. Tout ça pour dire que si tout ça fonctionne pas et qu'on en est encore là, il faut avoir l'humilité de se dire un jour qu'on n'utilise pas les bonnes méthodes, parce que quand une bonne méthode existe, elle fonctionne. Donc si elle fonctionne, on aurait déjà, si elle fonctionnait, on aurait déjà aboli l'esclavage animal. Donc si elle fonctionne pas, puisque l'élevage n'est pas aboli, il faut en changer et envisager d'autres solutions. Alors je pense qu'aujourd'hui personne n'a la bonne solution évidemment, sinon on l'aurait déjà utilisée pour les animaux. Mais en tout cas il faut tout tenter, donc d'autres choses, des choses nouvelles, et je pense que c'est ce qu'essaie de faire 269. Et je pense que Tiphaine aborde les choses d'une manière novatrice déjà, donc forcément positive, puisque tout ce qui est nouveau, on ne connaît pas la façon dont ça va pouvoir agir. Donc tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas dire que c'est pas bien. Et en tout cas, c'est une des seules associations qui a l'humilité de peut-être se dire bon bah on se trompe, on n'est pas dans la bonne solution, et donc il faut essayer de tenter d'autres choses, tout en sachant que c'est pas forcément non plus voilà la bonne solution quand on l'essaye, mais au moins on essaye, et puis on s'entête pas si on voit que ça n'apporte rien ou ça apporte du négatif. On n'est pas obligé non plus de continuer, mais au moins on a essayé autre chose, parce que rester dans cette optique de se dire on fait des manifestations, on fait des pétitions, alors que ça fait 50 ans, 100 ans que les autres l'ont fait avant nous, enfin c'est complètement stupide. À moins d'être là juste pour voilà, faire des selfies et se dire j'étais à la manif et j'ai signé cette pétition, etc. Mais sinon pour les animaux ça n'a aucun intérêt voilà, d'y croire, alors que on va pas attendre 200 ans pour être sûr que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, il faut se rendre à l'évidence, et donc il faut se remettre en question. Alors c'est pas facile, ne serait-ce que d'un point de vue humain, parce que on se dit bah, on se trompe, on n'a pas trouvé la bonne solution. C'est clair que c'est pas facile, mais on n'est pas là déjà pour faire du facile, hein. Si on est dans ce combat, c'est clairement pas facile. Et on n'est pas là non plus pour savoir qui est les plus grosses, mais pour parvenir à obtenir l'abolition. Donc si c'est vraiment ce qu'on veut, bah, on essaye des nouvelles choses, et c'est pour ça je pense qu'il y a des personnes qui brisent des vitrines, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont dans les abattoirs bloquer des abattoirs, d'autres font autrement. Voilà, il faut faire feu de tout bois, j'ai envie de dire, et d'essayer des nouvelles choses sans se dire ah bah oui c'est la bonne solution, mais sans se dire non plus ah bah comme on fait ça depuis 50 ans, on va continuer même si ça fonctionne pas. Et c'est exactement le principe des pétitions et des manifestations, quelles qu'elles soient, voilà. Et donc, ce que je voulais dire à propos des manifestations, c'est que par contre, ça n'a pas d'impact concret pour les animaux. Donc, aucune manifestation a permis de sauver concrètement des animaux, alors à part peut-être des sabotages de chasse, puisque là, on sauve temporairement, j'ai envie de dire, un animal, mais au moins on le sauve, ou des actions qui ont permis de sauver des animaux, vraiment une petite quantité d'animaux ponctuellement. Mais sinon, quelle manifestation a fermé un abattoir? Aucune. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune association aujourd'hui qui a trouvé la bonne solution. Donc j'ai absolument pas la prétention de l'avoir, et je pense même que je ne l'ai pas, et que voilà. Mais en tout cas, je veux essayer autre chose. Et c'est justement l'objet de ce moratoire, c'est de pouvoir poser concrètement quelles sont nos demandes. Parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un de l'extérieur à ce combat,
si on lui demande ce que réclament précisément les animalistes, je pense qu'il sera bien incapable de faire la liste de ce qu'on demande, parce que déjà elle est trop longue, et puis parce qu'elle est trop floue, quoi. C'est-à-dire que quand on demande l'abolition de l'esclavage animal, les gens n'ont pas forcément conscience de ce dont on parle. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait le rappeler et coucher clairement nos demandes, toutes les demandes des animalistes, qu'ils soient welfaristes d'ailleurs ou abolitionnistes, mais il vaudrait mieux coucher les demandes abolitionnistes, ça fera l'objet d'un autre sujet. Mais si les abolitionnistes n'arrivent pas à avoir d'avancée pour les animaux, je ne pense pas que ce sera les welfaristes qui vont en avoir, et on en a eu d'ailleurs la preuve, on l'a tous les jours aussi. Donc si on veut pouvoir faire ce moratoire, il faut déjà faire un résumé de la façon dont on a avancé, tirer les leçons de ce qui a fonctionné, pas fonctionné, savoir combien coûte par exemple un DDPP à l'État, combien coûtent les fourrières qui euthanasient 100 000 chiens et chats par an en France, savoir un petit peu quel budget est consacré à ce combat, de quelle manière, par quels intervenants, combien il y a de bénévoles qui travaillent sur le terrain en France. Ça c'est pareil, je rappelle, alors ça c'est plus à destination de l'État, que si aujourd'hui les associations ne fonctionnaient pas, le pays coulerait, parce que ça soit pour les humains, pour les animaux, ou voilà, pour l'insertion, c'est les associations qui font vivre ce pays bénévolement. Et donc non seulement on nous confère aucun respect ou reconnaissance, mais en plus on est aux premières lignes quand vous voyez les militants aujourd'hui qui se font condamner et qui vont en garde à vue, qui subissent des choses alors qu'ils devraient être remerciés pour le travail qu'ils font. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, il faut coucher clairement sur le papier toutes nos demandes. Et donc, là je l'ai fait par catégorie d'animaux si vous voulez, pour que ça soit plus simple. J'ai évidemment pas fait le listing de tout ce qu'il y aurait à demander. J'ai mis quelques mesures pour vous donner un exemple. Et puis aussi pour que tout le monde puisse participer. Et ça, j'en avais déjà parlé dans un texte, mais d'où l'intérêt des vidéos maintenant, puisque j'ai pas l'impression que les textes, tout le monde ait ni le temps ni l'envie de les lire. Peut-être que ça sera différent avec les vidéos. Donc, je vous donne simplement quelques mesures qu'il faut inclure dans ce moratoire. Et je vous expliquerai ensuite à quoi il est destiné. Donc pour les animaux sauvages, on peut évidemment demander l'abolition pure et simple de la chasse, du piégeage et de la pêche, puisque là on peut pas, une fois de plus, on peut pas faire du welfarisme et demander des lois qui existent déjà. Par exemple pour la chasse, certaines espèces sont protégées. Quand ils n'ont pas le droit de les chasser, ils les braconnent, et de toute façon il n'y a aucun contrôle. En Vendée par exemple, je crois qu'il y a 8 ou 12 agents de l'ONCFS, dont la moitié est chasseur. Donc je vous laisse imaginer qu'ils ne vont pas aller verbaliser leurs petits copains chasseurs pour déjà cette moitié. Et pour l'autre moitié, il faudrait qu'ils arrivent à être aux quatre coins de la Vendée pour pouvoir verbaliser les contrevenants, ce qui est impossible. Il faut quand même, par rapport à la chasse, il faudrait qu'il y ait un avocat, un juriste, quelqu'un qui puisse démontrer que le fait de tuer un animal juste parce qu'on a un permis de chasse, ça atteint gravement aux droits des autres citoyens qui, eux, ne sont pas chasseurs, de pouvoir profiter de la nature et de voir des animaux, etc. Donc c'est une atteinte à la liberté des autres usagers de la nature. Et donc rien que pour ça, ça doit être aboli, sans même parler des animaux ou des abus de la chasse, puisque la chasse est un abus en elle-même. Donc ça c'est pour la chasse. Le piégeage, donc le piégeage n'en parlons même pas, puisque ça c'est carrément de la torture à ciel ouvert. Donc ça, il n'y a pas d'aménagement, c'est l'abolition. Ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait plus de chasse. C'est pas de chasse le mercredi, ou pas de chasse tel jour, ou moins, ou que les périodes de chasse soient réduites. C'est pas de chasse du tout. Les meurtriers qui sont dans la nature et qui massacrent et des animaux et des promeneurs, alors qui s'entretuent entre eux, tant mieux, hein, voilà, je le dis. Mais par contre, ils tuent et des animaux et des gens qui n'ont rien demandé. Donc la chasse, c'est l'abolition, le piégeage, c'est l'abolition, et la pêche, c'est l'abolition, puisque les poissons vivent la même chose. Donc je vois pas pourquoi on ferait un distinguo là-dessus. Le deuxième point pour les animaux sauvages, c'est qu'on puisse qu'on demande des subventions conséquentes pour les associations pour la création de réserves strictement protégées, puisque aujourd'hui les animaux sauvages n'ont plus de territoire, et donc s'ils n'ont pas de territoire où vivre, forcément ils sont menacés partout ailleurs.
vivre. Donc que ça soit à la campagne, dès l'instant où ils vont dans les cultures faire, ils font ce qu'on appelle des dégâts alors qu'ils font simplement que se nourrir. Et donc ils sont régulés, donc massacrés, juste pour ça. Quand ils sont en ville, c'est parfois pire, puisque bah, évidemment les animaux ne sont pas les bienvenus en ville. Donc ils n'ont plus d'espace où vivre, à part peut-être les bords d'autoroute. C'est les seuls endroits où il n'y a pas d'activité humaine, sauf que c'est au bord de l'autoroute. Donc il faut des vraies réserves où il n'y ait que les animaux sauvages qui puissent y entrer et que l'humain n'ait aucune activité dedans, que ce soit des activités forestières ou des activités agricoles ou même de promenade, etc. Il faut des endroits où les animaux puissent vivre seuls, en paix, sans chasse, sans piégeage, sans activité qui va les déranger, voilà. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas, puisque il y a des réserves en fait où la chasse est interdite, parce qu'il y en a où elle est autorisée, c'est le comble. Mais le problème, c'est que déjà, il y a du braconnage, et secondo, on permet aux humains de venir s'y promener, donc ça crée de toute façon un dérangement. Les animaux sortent de la réserve parce qu'ils sont dérangés et vont se faire buter ailleurs. Donc voilà, donc il faut des subventions pour ça, puisqu'évidemment, là, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut exiger l'arrêt des subventions pour l'agriculture polluante et l'élevage, puisque aujourd'hui, on sait très bien que l'agriculture traditionnelle et l'élevage sont responsables du réchauffement climatique d'une part. Donc continuer à favoriser ça, c'est mettre en danger l'intégralité de la population humaine. Donc on peut parler de crimes contre l'humanité, c'est clair. Et on peut parler aussi de crimes contre l'animalité, puisque l'agriculture, si on y réfléchit bien, est à l'origine du massacre d'autres animaux qu'on voit moins, donc c'est moins criant, mais tous les insectes, les grenouilles, les papillons, les petits animaux, tous les oiseaux qui nichent au sol et qui vont être broyés par la moissonneuse-batteuse à son passage, tout ça, c'est des victimes de l'agriculture polluante et destructrice. Donc il faut arrêter de subventionner ça, et donc il faut le demander dans ce moratoire. Et après, il y a des mesures qui seront plus précises à mettre en place, comme l'obligation, comme faisaient nos grands-parents, de faire le tour des champs en fait, avant la moisson pour essayer d'éviter au maximum ce type d'accident, parce que j'ai quand même la naïveté de penser qu'il y a des agriculteurs qui font pas exprès d'aller moissonner un faon ou des oiseaux. Il y en a même que ça, je pense que ça attriste. Mais pour ça, il y a quand même une solution. C'est ce que faisait mon grand-père, par exemple, avant de procéder à la coupe d'un champ. Il faisait le tour et il mettait des piquets partout où il y avait des nids. Donc ça, c'est possible de le faire. Il faut juste le rendre obligatoire, puisque si on le demande simplement, ça ne sera pas pris en compte. Voilà. Donc ça, c'est le genre de demande qu'on peut faire pour les animaux sauvages. Donc évidemment, quand je parle de chasse, il y a évidemment la chasse à courre, enfin toute forme de chasse. En fait, il ne faut pas se battre que contre la chasse à courre. L'autre forme de chasse, enfin les autres formes de chasse sont pas beaucoup plus reluisantes, loin de là. Donc il faut arrêter de demander et l'abolition de la chasse à courre, et l'abolition de la chasse à l'arc, et l'abolition de la chasse à la tonne, et l'abolition stop à la chasse, point final, quoi. C'est tout ce qu'il y a à demander. Donc pour les animaux sauvages, il y a évidemment des centaines de demandes à formuler. J'en donnais quelques exemples pour que les personnes qui militent, que ce soit pour les animaux sauvages ou pour les animaux de compagnie ou pour les animaux d'élevage, puissent me donner leurs idées et qu'on puisse travailler ensemble pour mettre ce moratoire en place, et qui soit assez complet, puisqu'il y aura l'avis de tout le monde. Donc pour les animaux d'élevage, il y a plein de mesures aussi qu'on demande, donc en gueulant sur Facebook, en faisant des pétitions, mais qu'on n'imprime pas concrètement dans un moratoire, dans un dossier qui serait remis à un chef d'État, par exemple. Donc pour les animaux d'élevage, on peut demander déjà on peut exiger, que dans les restaurations collectives, donc les cantines scolaires, les cantines d'entreprise, il y ait au moins une alternative végane à chaque repas. Pas juste le mercredi, parce que mangent les véganes les autres jours de la semaine?
Ils ne mangent pas donc, s'il y a une alternative le mercredi. Donc il faut exiger que dans chaque restaurant collectif, universitaire, scolaire, voilà, il y ait au moins une alternative végane chaque jour, à chaque repas, pour que chaque personne qui est végane ait accès à une nourriture qui soit compatible avec son régime alimentaire. Donc ça permettrait déjà que tout le monde puisse avoir une alternative végane, mais ça obligerait aussi les pouvoirs publics à prendre en compte qu'aujourd'hui on n'est plus un petit groupuscule d'écervelés qui ont un régime un petit peu particulier, mais qu'on est des milliers, et qu'il faut donc entendre notre voix, et qu'on ne va pas se débrouiller pour manger, pour amener notre sandwich au restaurant universitaire, alors que le restaurant universitaire devrait pouvoir proposer cette alternative à tout le monde. Ça, il faut le demander. Et oui, il y a des pétitions. Oui, il y a des pétitions pour que il y ait un repas dans les cantines qui est vegan ou végétarien qui soit mis en place une fois par semaine, mais c'est trop peu suffisant pour qu'on s'en contente. Ensuite, il faudrait qu'on travaille sur la démystification du véganisme, puisque les lobbies font quand même grandement pression là-dessus. Donc on les salue, hein, on salue toutes leurs petites tentatives d'essayer de faire passer les véganes pour des gens carencés, pour des gens... Bon voilà, je réponds même plus à ce genre de commentaires parce que c'est tellement lamentable que voilà. Ils se roulent un petit peu dans leurs derniers arguments. Ils ont que cela, c'est normal. Ils voient que le véganisme est en train de faire prendre conscience à tout le monde que ce qu'on voit sous nos yeux, c'est une horreur permanente. Et donc, ils voient que leurs petites publicités où on masse les vaches avant de les envoyer à l'abattoir sont plus très crédibles. On le voit aussi parce que, par exemple, quand Erta se met à proposer une gamme végétale, très belle tentative de leur part d'essayer de gagner encore du fric, mais pour ma part, j'achèterai pas les produits Erta, donc je les ai goûtés, hein, pour voir ce dont ils étaient capables. Donc c'est infect, bien entendu. C'est bien moins bon que les produits vegan des marques éthiques qu'on connaît. Mais bon, si ça peut permettre j'ai envie de dire, à des personnes de faire une transition, pourquoi pas. Mais moi, j'ai pas envie de donner de l'argent à des gens qui continuent aujourd'hui même à massacrer des cochons pour fabriquer leur charcuterie. Donc il faut bien qu'ils comprennent ça aussi. Que on n'est pas que non plus des abrutis, et que on n'achètera pas leurs produits tant qu'ils feront ce genre de low cost chaque jour pour gagner du fric. Et donc il ne faut pas s'y tromper non plus. Erta n'a pas eu une soudaine prise de conscience par rapport aux animaux, hein. C'est juste qu'ils voient qu'il y a un marché à prendre, et que donc ils se glissent dans ce marché pour gagner encore plus de pognon, hein. C'est tout, c'est pas du tout par humanité ou par éthique. Voilà. Mais par contre, il faut en parler, puisque par exemple, quand vous voyez que les lobbies agroalimentaires attaquent les marques véganes devant la justice pour interdire le mot lait d'avoine ou crème de soja, ou etc., c'est vraiment qu'ils sont désespérés, parce que ça va faire pas mal de choses à attaquer, notamment parce que par exemple, on parle de la voie lactée, donc ça va être compliqué de faire interdire ce terme. Pour les crèmes anti-rides, par exemple, il va falloir aussi faire interdire ce mot. Les crèmes de jour, les crèmes de nuit, il y a pas mal de choses qu'il va falloir interdire, puisqu'il y a le lait de coco, par exemple, aussi, hein, qui s'est toujours appelé lait de coco, et aujourd'hui, il faudrait qu'on l'appelle autrement, boisson à base de coco, ou voilà. Donc pour ma part, je dis toujours lait d'avoine, crème de soja, et si ça leur plaît pas, c'est le même tarif, évidemment. Donc ça, il faudrait qu'on puisse aussi en parler, et puis dans ce cas, j'ai envie de dire, on va faire la même chose pour eux, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même redéfinir les produits d'origine animale, puisque si on veut donner le vrai terme de chaque produit, pour le miel, il va peut-être falloir parler de vomi d'abeille et non plus de miel. Pour les œufs, il va falloir parler d'ovules de poule. Le pâté, on pourrait peut-être parler d'une mixture de morceaux d'un être vivant qui a été assassiné. Voilà, bon. Le lait, on va pouvoir parler de boisson de croissance destinée aux bébés de l'espèce en question, et pas de celle d'une autre. Voilà, donc j'ai envie de dire, peut-être qu'il faudrait qu'on s'infiltre dans leur débilité, et qu'on aille justement, nous aussi en justice, demander à avoir le droit de continuer à utiliser des termes qui étaient utilisés depuis des décennies sans que ça gêne personne, jusqu'à ce que
ces messieurs de l'industrie agroalimentaire, les éleveurs et les agriculteurs, voient on arrive quand même à faire bouger les choses et que le véganisme commence à vraiment rentrer dans les mœurs, que les gens prennent conscience et que leur industrie morbide commence à sérieusement en avoir un coup dans l'aile, si j'ose utiliser l'expression. Et donc ils sont en détresse, bien compréhensible d'ailleurs, puisque je leur confirme que ce combat-là, je pense, est en train d'être gagné. Donc c'est en termes de quelques années. Donc ils essaient de se débattre un petit peu dans leur caca. Mais il faut quand même pas les lâcher pour autant. Et il faut continuer dans ce sens-là, à avoir quand même le droit d'utiliser les mots qu'on veut, parce qu'on essaie déjà de nous faire bouffer n'importe quoi. Donc si on peut même plus utiliser les mots qu'on veut, ça commence à être un petit peu raide quand même. Donc pour les animaux d'élevage, il y a beaucoup de mesures à demander évidemment, mais donc même chose que pour les animaux sauvages, il faut qu'on puisse en parler ensemble, que tout le monde mette ses idées en commun et qu'on puisse continuer à faire ce listing de toutes les choses qu'on puisse demander pour les animaux d'élevage. Parce que moi, l'arrêt de la castration à vif pour les porcelets, l'arrêt du débécage et les 2-3 mesures welfaristes dont on entend parler assez régulièrement, ça c'est loin de suffire, et donc il y a d'autres mesures à prendre. Quand vous voyez que pour les caméras dans les abattoirs, alors non seulement ça a mis 2 ans à être rejeté par les pouvoirs publics, la seule chose qui a été acceptée, c'est qu'il y ait des caméras dans les abattoirs qui seront volontaires pour qu'il y en ait. Donc laissez-moi rire. Et secondo, qu'est-ce que ça nous donnera de voir les animaux se faire buter en direct? Déjà, on les verra pas en direct, ça sera toujours caché comme le reste. Et qu'est-ce que ça changera pour l'animal d'avoir été filmé quand il s'est fait buter? Rien du tout. Donc c'est pas des caméras qu'on veut, c'est l'arrêt pur et simple de l'élevage et donc de la peine de mort pour les animaux, la peine de mort programmée. Voilà, donc tout ça, même chose, toutes les remarques que vous pourrez formuler, mais des remarques globales, pas des choses précises sur les conditions de vie des animaux, pour leur rendre la vie plus agréable dans les élevages. On veut plus d'élevage. Donc il y a plein de mesures à prendre pour ça et à démontrer, mais évidemment toutes les idées sont les bienvenues. Donc pour les animaux de compagnie, là j'ai un exemple très criant, c'est la stérilisation. Alors la stérilisation des chats et des chiens, ça fait, je sais pas, peut-être 70 ans que la SPA en parle. Donc déjà, j'ai envie de me demander comment ça se fait que la plus grosse association de France, qui a 80 millions d'euros de budget par an, n'a pas encore réussi à exiger la stérilisation, puisqu'on se contente de la demander bien gentiment. Donc ça, c'est juste pour les animaux de compagnie. Si on ne commence pas par stériliser les chats et les chiens, personne ne pourra s'en sortir avec n'importe quel budget. En fait, chaque année, il y a de plus en plus d'abandon parce qu'il y a de plus en plus d'animaux. Il y a 100 000 euthanasies chaque année de chiens et de chats dans les fourrières. Donc ne parlons pas des refuges qu'ils font sans même en parler. Ça, c'est une chose. Ensuite, qu'il y ait des subventions conséquentes versées aux associations, donc même chose que pour créer des réserves, puisque on prend quand même en charge le travail de l'État, puisque normalement c'est les fourrières qui doivent prendre l'intégralité des animaux qui sont abandonnés, maltraités, etc. Sauf que comme on sait comment ça termine en fourrière, la majorité des associations qui ont vraiment à cœur l'intérêt de l'animal les prennent en charge, sauf qu'on le fait gratuitement et que ça les arrange bien du coup, puisque ça fait de l'argent économisé pour l'État. Ensuite, je pense qu'il faut exiger la gelée des élevages de chiens et de chats et de lapins et de furets, etc. pendant au moins 10 ans, de façon à ce que les refuges soient vides. Parce que là, au moment où on parle, donc il y a eu encore 70 000 abandons cette année, mais par contre, les éleveurs de chiens et de chats, eux, continuent à faire reproduire des animaux qui vendent 1 500 € l'animal pour partir en vacances. Et pendant ce temps-là, les refuges peinent à en placer un de temps en temps, correctement. Et donc les refuges se récupèrent les vieux chiens, les handicapés, les malades, ceux dont personne ne veut, pendant que les élevages, eux, vendent des chiens bien propres comme tout le monde a envie, bien conformes aux standards, bien comme il faut, bien de race. Donc ça, c'est pas acceptable. Alors déjà, j'ai envie de dire aux éleveurs, si vraiment vous aimez les animaux, et même à la limite que vous puissiez avoir
plus de sympathie pour une race de chien plutôt qu'une autre, pourquoi pas. Mais si vous les aimez vraiment, arrêtez vous-même de faire naître des animaux en sachant qu'il y a d'autres animaux de la même race d'ailleurs, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a des animaux de race dans les élevages, dans les refuges, pardon. Et ben, si vous vraiment vous les aimez, essayez d'aider ceux-là avant d'en faire naître d'autres, parce que là, les refuges n'en peuvent plus, mais réellement plus, quoi. Voilà. Ensuite, il faudrait créer une interdiction d'adopter à partir du moment où on a abandonné un animal. Parce que ça, c'est pareil, tout le monde est outré, moi la première, que quand on a abandonné un animal, on puisse, 1 heure après, aller à la SPA et adopter un animal. On est outré, on le gueule sur Facebook aussi. Mais qu'est-ce qui a changé pour les animaux? Aujourd'hui, Taillefer qui a cramé un chat au desktop à côté d'Angers, il n'a pas eu d'interdiction il n'a pas été condamné à une interdiction de détenir des animaux. Il a d'ailleurs un chien et un chat chez lui. Et aujourd'hui, s'il veut, il peut aller à la SPA, donner un chèque de 150 € et repartir avec un animal. Donc ça, déjà, c'est pour les maltraitances. Et quelqu'un qui abandonne son chien, même chose, il peut abandonner, ça arrive tous les jours, il va abandonner son chien de 10 ans dans un refuge et 1 heure après, il va dans un élevage en acheter un. Donc ça c'est pas tolérable. Donc à partir du moment où on a abandonné un animal, j'ai envie de dire, certes, peut-être il y a certains cas où une personne n'a pas le choix, ok, elle l'abandonne. Très bien, elle abandonne son chien, elle va à la SPA, elle paye 150 €, elle l'abandonne. Mais à partir de ce moment-là, cette personne n'a plus le droit à vie d'adopter, d'acheter ou d'avoir un animal. Parce que c'est trop facile, sinon on n'en sort pas. Donc cette mesure-là, personne ne l'a demandé concrètement non plus. On se contente de la gueuler et de dire que c'est scandaleux, mais on ne la demande pas. Voilà. Ensuite, il y aurait une obligation aussi de déclaration en mairie de la détention de tout animal. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un animal chez vous, il devrait être obligatoire de le déclarer en mairie pour qu'on puisse savoir qui a des animaux, dans quelle proportion. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas précisément combien il y a d'animaux voilà, chez les particuliers, dans les élevages, etc. Et donc, on ne peut pas savoir, on ne peut pas non plus faire un recensement du nombre d'animaux, voilà, des situations si on n'a même pas connaissance de qui a des animaux. Ça me fait venir au point suivant qui est la création d'un fichier national. Donc ça, j'en parle depuis longtemps parce que par expérience sur le terrain, on a vu pas mal de choses qui étaient vraiment inacceptables. On voit des listes noires circuler sur Facebook, par mail, etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas de fichier national pour connaître les personnes qui ont été condamnées pour des actes de cruauté envers des animaux, par exemple, qui ont abandonné un animal, ou même les familles d'accueil merdiques sur lesquelles on tombe parfois, parce que ça arrive, il y en a aussi, il y a des super familles d'accueil, il y a des super adoptants, mais il y a aussi des adoptants et des familles d'accueil qui n'ont pas grand-chose à envier aux maltraitants. Et ça, on y fait face malheureusement chaque jour. Et donc pour une association ou quelqu'un qui doit placer un animal, même avec une prévisite, même avec un contrat béton, même avec toutes les garanties qu'on peut prendre, quand on confie un animal à quelqu'un, on n'a pas la certitude absolue en fait qu'on ne met pas l'animal en danger, puisque pour ça il faudrait vivre avec la personne plusieurs années et encore c'est même pas sûr. Donc si au moins il y avait un fichier national où chaque association, chaque personne qui doit placer un animal puisse aller vérifier que la personne qui se présente pour adopter un animal n'a pas été condamnée déjà, ne fait pas l'objet n'est pas signalé comme étant faisant partie d'une liste noire ou d'une liste rouge de la protection animale. Si déjà on peut vérifier ça, ça va permettre d'éviter les choses les plus dramatiques, j'ai envie de dire, pour les animaux, sans toujours avoir cette certitude de bien placer, mais au moins ça va permettre ça. D'éviter le plus grave, quoi. Ensuite, il faudrait demander aussi l'interdiction, la détention, la reproduction de tous les animaux non indigènes, donc les iguanes, les serpents, voilà, tous ces animaux qui n'ont absolument rien à foutre ni dans une baignoire, ni dans un terrarium ou un vivarium, qui doivent être dans leur milieu naturel et qui sont soit capturés à l'état sauvage, soit élevés dans des conditions aussi catastrophiques que les chiens et les chats ici. Donc
il faut vraiment arrêter ça avant qu'il y ait des refuges de serpents. Je crois que c'est déjà le cas. Il y a déjà des refuges de lapins, de cochons d'Inde, de rats, parce que ça a été la mode après le dessin animé Ratatouille. Donc aujourd'hui, il y a des refuges pour voilà, tous ces animaux-là. Donc avant que ça soit la même catastrophe que pour les chiens et les chats, il faut demander l'interdiction d'élevage, de reproduction d'énacs et des animaux non indigènes, donc les iguanes, les serpents, voilà, il y a des gens qui ramènent quand même des macaques du Maroc, des crocodiles de je sais pas quel pays, donc ça, on peut pas tolérer ça, quoi. Enfin, il y a quand même des caïmans qui se retrouvent chez des particuliers qui trouvent ça mignon quand c'est petit, mais évidemment quand c'est grand, c'est plus la même chose. Donc ça, c'est pas tolérable. Ensuite, il y aurait l'interdiction de la vente ou du don d'animaux par petites annonces gratuites ou non par des particuliers. Donc il faut savoir que n'importe qui peut aujourd'hui... alors il y a eu une avancée là-dessus, c'est qu'en fait pour pouvoir vendre un animal sur le bon coin, il faut dorénavant au-delà de une portée par an. C'est-à-dire que si vous en faites qu'une ou vous n'en déclarez qu'une, vous pouvez quand même la vendre sur le bon coin. Maintenant, il faut quand même un numéro commercial pour pouvoir vendre des animaux sur le bon coin. Mais sachant que personne ne respecte ça non plus, un éleveur ne déclare qu'une portée et en fait, voilà, c'est incontrôlable et c'est impossible à gérer. Donc, il faut simplement interdire la vente, le commerce des animaux, voilà, au moins tant que les refuges sont pleins et tant qu'on n'a pas solutionné les autres problèmes qui sont graves. Déjà à commencer par la stérilisation des chiens et des chats. Pas mal de personnes en parlent aussi, mais il n'y a toujours rien qui est fait sur le terrain. C'est la création d'un certificat de capacité à détenir un animal, puisqu'aujourd'hui, n'importe qui ait ou non les facultés mentales, matérielles, financières pour adopter un animal, peut adopter un animal ou l'acheter, voilà, sans que ça pose de problème à personne. Sauf que ça pose un gros problème, c'est pour l'animal en fait, puisque l'animal, quand il est confié à quelqu'un qui a soit pas les moyens financiers, soit voilà, pas la structure ou voilà pour l'accueillir, ça ne peut pas aller. Donc ce certificat, il doit prendre en compte plusieurs choses: la personnalité de la personne évidemment, ses moyens financiers, mais aussi la structure dans laquelle il l'accueille, puisque un Saint-Bernard en appartement, par exemple, c'est pas possible. Donc ça, il faut pouvoir contrôler ça et qu'il y ait avant de pouvoir adopter comme ça, en allant à la SPA, une heure après, vous ressortez avec un chien, il faut être d'abord titulaire de ce certificat de capacité, comme on le ferait pour l'adoption d'un enfant. En fait, vous adoptez pas un enfant comme ça en allant le chercher à l'orphelinat. On vient d'abord chez vous faire voilà, un contrôle pour que vous ayez un agrément pour pouvoir l'adopter avant toute chose. Ensuite, par rapport à l'évolution du monde sans cage, il faut pouvoir quand même demander, exiger qu'aujourd'hui on ne puisse plus avoir les animaux, les détenir dans des cages, des aquariums ou pour les chiens à la chaîne, parce que ça fait quand même voilà, partie des choses qui sont intolérables et qu'on ne demande pas. Et ça, j'ai pas vu beaucoup de pétitions circuler là-dessus, alors que un oiseau en cage, alors sauf quand il est dans un centre de sauvegarde pour être soigné, c'est particulièrement cruel, de la même manière qu'un poisson en aquarium. Alors voilà, on milite contre les dauphins en captivité, mais par contre on milite pas contre le poisson rouge qui est dans un bocal sur un bureau. Et c'est pourtant, voilà, son besoin primaire, c'est de pouvoir nager comme un oiseau, de pouvoir voler, voilà. Et pour les chiens, par exemple, qu'un chien soit à la tâche, aujourd'hui, c'est absolument pas illégal. Il y a même des règles qui sont censées réglementer la tâche pour un chien, avec une chaîne de 5 mètres de long, un pied coulissant, etc. Déjà, c'est pas respecté, et de toute façon, même quand c'est respecté, la vie d'un chien qui est à la tâche, voilà, toute son existence, c'est absolument pas acceptable. Donc ça, il faut exiger que ça soit clairement interdit, et que de cette manière, il n'y aura plus de contrôle à faire puisque ça sera interdit. Donc pas d'animal à la tâche, ça évite qu'il y ait des choses qui ne soient pas respectées concernant les normes d'attache, et au moins il n'y a plus de chiens à la tâche. Il n'y a pas de gens qui passent au travers puisque c'est interdit, et point final. Voilà, et donc l'interdiction de la vente ou de don d'oiseaux ou de poissons, puisque pour les mêmes raisons que précédemment. Voilà.
Donc ça, c'était pour les animaux sauvages, les animaux d'élevage et les animaux de compagnie. Et ensuite, il y a tout un tas de mesures en fait à prendre qui concernent tous les animaux. Donc je vais faire une petite pause et je reviens dans la vidéo suivante. A tout de suite. Coucou, donc me revoilà après la promenade des chiens pour la troisième partie donc, de vidéo pour le moratoire dont je parlais. Donc pour cette troisième partie, c'est les mesures qui peuvent concerner tous les animaux, qui sont un petit peu plus globales. Donc je pensais à la création d'un délit et d'une sanction pour les automobilistes qui percutent un animal et qui ne s'arrêtent pas, parce que ça c'est pareil, c'est pas interdit par la loi. Le code de la route prévoit qu'on peut freiner pour un animal, mais il ne prévoit pas cette obligation-là. Et donc il y a des petits malins qui s'amusent quand ils voient un lapin à accélérer, et c'est pas forcément interdit par la loi. Du coup, ce serait bien qu'il y ait la création d'un délit et d'une sanction qui soit fait pour ça. Ou au moins déjà de lui porter secours et de le mettre sur le côté déjà, puisque ça peut arriver à tout le monde malheureusement de renverser un animal, mais que la loi prévoit qu'on soit obligé de s'arrêter pour d'une part lui porter secours, et si jamais il est décédé, de le mettre sur le côté pour que ça provoque pas un autre accident avec un animal, comme par exemple une pie qui viendrait manger l'animal qui est décédé et qui serait percuté à son tour à cause de ça. Voilà. Ensuite, évidemment, la création d'un ministère de la condition animale, même si j'ai moyennement confiance dans la politique pour abolir l'esclavage, puisque la société dans laquelle on vit est basée sur l'exploitation des animaux. Donc c'est un petit peu utopiste de croire qu'avec un parti politique, on va pouvoir obtenir ce qu'on veut pour les animaux. Mais il faudrait qu'il y ait au moins un ministère digne de ce nom, qui défende vraiment les intérêts des animaux et de la nature, pas comme ce qu'on a pu avoir jusqu'ici. Ensuite, donc la création d'une brigade de protection animale pour contrôler que les lois existantes, qui sont quand même nombreuses malgré ce qu'on peut croire, soient déjà respectées avant de demander la création d'autres lois, qui puissent verbaliser et saisir les animaux et qui travaillent en collaboration directe avec les associations de protection animale. Des subventions aussi, ça c'est un autre point, des subventions conséquentes aux associations qui assurent un travail en fait qui devrait être assuré par l'État, donc que ce soit pour les contrôles, les prises en charge, au vu de l'économie réalisée par l'État, en fait grâce aux associations qui en plus se font pourrir par la DDPP et voilà, et les forces de l'ordre et voilà, tous les lobbies qu'on connaît. Un autre point, donc ça c'est la délégation de pouvoir, de passer le pouvoir en fait de saisie, de contrôle, etc. de la DDPP aux associations, donc avec soit une association par département, soit un organisme qui soit vraiment concentré sur tout ce qui est contrôle pour faire respecter la loi, donc que ça soit pour les animaux sauvages lors de la chasse, pour que ça soit plus géré par un organisme qui est composé pour moitié de chasseurs par exemple, et que ça soit vraiment des défenseurs des animaux qui puissent contrôler et verbaliser les contrevenants, que ce soit en matière de chasse pour les animaux sauvages, en matière d'élevage pour les animaux dits de ferme, ou pour les animaux de compagnie. Ensuite, l'interdiction pure et simple de la présence d'animaux, donc sauvages ou non, dans les cirques, dans les delphinariums, enfin voilà, tous les lieux où les animaux sont considérés comme des divertissements. Donc là, une fois de plus, ça fait des décennies que la protection animale dans son ensemble réclame qu'il n'y ait plus d'animaux sauvages dans les cirques. Les chèvres ont pas plus de choses à foutre dans un cerceau entouré de feu, un chat non plus, pas plus que les tigres ou les éléphants. Voilà, donc il faut évoluer vers un monde où on n'utilise plus les animaux pour le divertissement. Donc déjà, on les utilise plus pour la nourriture, ça c'est évidemment le premier point, mais pas plus pour le divertissement en fait, encore moins puisque le divertissement est pas indispensable à notre survie, et le fait de consommer des animaux ne l'est pas non plus. Donc si on veut être logique, il faut demander
demandé l'abolition de l'utilisation des animaux sauvages ou non sauvages pour tout ce qui est divertissement. Donc que ce soit les delphinariums, les cirques, enfin tous les lieux où en fait on utilise les animaux pour s'amuser. Et même s'ils sont bien traités, en fait, ils sont pas là pour nous divertir, donc il faut demander ça clairement. Ensuite, des subventions aux associations, en fait, sur l'année suivant la signature de ce moratoire, si on arrivait à le faire signer, pour la prise en charge de tous les animaux détenus dans les cirques, les delphinariums, afin que les associations puissent les replacer dans leur pays d'origine idéalement, ou au moins dans des réserves où ils aient des conditions de vie à peu près dignes de ce nom et qui puissent ne plus servir aux humains, mais terminer leur jour, voilà, si on ne peut pas les réintroduire. Voilà. Ensuite, éventuellement, en attendant qu'on obtienne l'abolition de l'esclavage animal, qu'il y ait une obligation de présence de caméras dans tous les lieux où des animaux sont détenus. Donc, les abattoirs, voilà, c'est ce qui a été demandé et vaguement accepté sur volontariat des abattoirs. Donc là, juste LOL. Voilà, mais ça peut être aussi les camions de transport, ça peut être dans les cirques, justement, les delphinariums, qu'il y ait des caméras qui soient posées partout où il y a des animaux qui sont détenus. Donc, si on ne veut pas accepter l'interdiction de la détention, eh ben, qu'on accepte au moins qu'il y a une façon de pouvoir contrôler ce qui s'y passe pour les animaux. Voilà. Une obligation aussi pour tous les lieux où il y a des animaux, y compris chez les particuliers, de se soumettre au contrôle des associations, parce que bah, ça c'est pareil, les associations n'ont pas le pouvoir de faire des contrôles chez un maltraitant, voilà, concrètement. La prise en charge des frais aussi, alors ça c'est inclus dans la loi. Dans la loi, à partir du moment où une association prend en charge un animal, en fait, sur une saisie ou sur un abandon, les frais de garde, etc., d'entretien doivent être pris, enfin peuvent être pris en charge par le contrevenant lui-même si la justice décide de les mettre à sa charge. Ça n'est jamais arrivé en fait dans l'histoire alors que cette loi existe et que bah, j'en avais moi-même pas connaissance en fait avant d'acheter le code de l'animal. Voilà, donc ça il faut que ça soit mis en place pour que dorénavant chaque personne qui maltraite ou qui abandonne un animal eh ben, soit au moins condamnée financièrement à assumer la prise en charge de cet animal ou de ces animaux et ça en devrait en calmer plus d'un je pense. Voilà. Ensuite, évidemment, l'interdiction d'euthanasie de complaisance, donc c'est-à-dire que les animaux qui ne sont pas atteints d'une pathologie incurable et quand l'animal souffre, bah, d'interdire ces euthanasies-là. Le problème, c'est qu'il va falloir prendre en charge tous les animaux qui ne seront pas euthanasiés, puisqu'aujourd'hui, par exemple, la SPA ne se cache même pas d'euthanasier 4000 animaux par an. Et puis eux, on leur dit rien, bien sûr, puisque c'est la SPA. Mais c'est ce qui se passe en fait pour tous les animaux vieux, âgés, les chats noirs par exemple, les chats tigrés. Voilà, il y a des refuges où tous les jeudis par exemple, c'est euthanasie de tous les chats noirs, tous les chats tigrés parce que implaçables. Voilà, et donc ça, il faut interdire ça, mais cette mesure, elle est valable que si on a la stérilisation obligatoire et la gelée des élevages, puisque sinon les refuges vont vite se retrouver saturés puisqu'ils le sont déjà. Donc voilà. Ensuite, l'interdiction de production, de vente ou de détention de tous les produits à base de fourrure, d'ivoire, de corail, donc sur tout le territoire, avec saisie des produits existants, donc l'interdiction de l'exportation, de l'importation, de la production et de la vente, puisque ça c'est pareil, on ne peut pas continuer à vendre ou à détenir des produits même à base d'ivoire, donc le commerce de l'ivoire est censé être interdit, mais il y a toujours des braconniers. Et tant qu'il y aura des pays européens, par exemple, pour en acheter et voilà, pour en faire le commerce, et ben, il y aura toujours du braconnage. Voilà. Ensuite, l'abolition de la corrida, évidemment, ça, il n'y a même pas de discussion possible là-dessus, c'est l'abolition pure et simple. Donc les afiocs, on n'en veut plus, à part au milieu de l'arène en feu. Mais sinon, les afiocs, voilà, on veut même pas entendre votre avis. La corrida, c'est une des barbaries criantes de ce pays, une des hontes de l'humanité. Donc là, il n'y a pas de discussion possible, c'est l'abolition de la corrida. Pareil pour le statut de nuisible, donc je ne sais pas pour qui se prend l'humain à s'octroyer le droit de décider
décider qu'un autre être vivant peut avoir un statut de nuisible, mais ça rappelle quand même des pages assez sombres de l'histoire où une certaine catégorie d'humains se croyait investie d'un droit à, à dire que telle espèce était la bonne espèce ou telle race était la bonne race d'humains et donc à exterminer toutes les autres. Donc ça, ce statut de nuisible, il doit... Ah, il y a les oui qui ont décidé de, je suis désolée, de discuter. Donc on va attendre qu'elle soit calmée, voilà. Comme ça, vous aurez entendu leurs cris, leur chant mélodieux. Donc ce statut de nuisible, il faut l'abolir sans concession. Il n'y a aucun animal qui doit être considéré comme nuisible. Déjà parce qu'il n'y en a aucun qui est nuisible plus que l'humain, déjà ça c'est sûr, et même qui est nuisible puisque chaque animal a un rôle à jouer dans l'écosystème et que donc si on touche à cet écosystème, on a déjà vu les conséquences que ça avait. Il y a un autre point qui serait intéressant à voir ensemble pour la mise en place, c'est la création d'un numéro vert en fait pour signaler tout cas de maltraitance ou d'atteinte à la loi concernant les animaux ou la nature d'ailleurs. Où il y ait quelqu'un qui puisse répondre 24 heures sur 24 à un citoyen qui souhaite dénoncer quelque chose. Donc, parce que par exemple, quelqu'un qui se trouve dans la rue à minuit un samedi soir et qui voit quelqu'un abandonner son animal ou le maltraiter, à qui est-ce qu'il s'adresse? Puisque quand on appelle les gendarmes, ils nous répondent 9 fois sur 10 qu'ils ont d'autres chats à fouetter donc ils n'interviennent pas. Et la personne qui souhaite faire quelque chose mais n'a pas vraiment envie de scoltiner le chien toute la soirée ou voilà, ne sait pas quoi faire en fait, puisque légalement elle n'a pas le droit forcément de prendre l'animal ou de voilà. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre à ça à n'importe quelle heure, n'importe quel jour et donc pallier à cette lacune puisqu'aujourd'hui il n'y a pas ce numéro vert n'existe pas et c'est les animaux qui en pâtissent puisque il n'y a pas moyen de communiquer là-dessus. Donc ça, faut vraiment créer un numéro avec des gens formés qui puissent répondre à des personnes qui souhaitent aider les animaux et leur donner la marche à suivre dans l'urgence. Donc déjà jauger l'urgence si l'animal est en danger de mort, si c'est un cas de maltraitance qui peut être traité le lendemain ou le surlendemain. Voilà, évaluer ça et puis diriger la personne qui souhaite bien faire pour que l'animal soit réellement pris en charge. Donc évidemment, point suivant, l'abolition de l'eugénisme, donc qui consiste à modifier génétiquement des races animales, donc de façon plus ou moins criante, sachant que tous les animaux d'élevage ont été victimes un jour de l'eugénisme, hein, puisque toutes les races qu'on connaît ont été sélectionnées et modifiées génétiquement pour qu'elles aient plus de vertus qui conviennent à l'humain et à l'exploitation qu'il en fait. Et donc ça doit être stoppé, c'est-à-dire qu'au même titre que les OGM, porter atteinte à la structure profonde d'un être vivant, c'est porter atteinte vraiment à ses droits les plus profonds et c'est modifier la nature et on sait que c'est toujours mauvais quoi qu'il arrive. Donc ça, il faut obtenir son abolition aussi, évidemment, mais ça va avec l'abolition de l'élevage, en fait, puisque s'il n'y avait pas d'élevage, il n'y aurait pas besoin de sélectionner les animaux et d'en faire des êtres difformes ou de... Voilà, ça n'existerait pas. Ensuite, il faudrait vraiment pouvoir avoir des professionnels qui s'investissent dans ce moratoire pour clarifier le point suivant, qui serait la définition claire des besoins spécifiques, physiologiques déjà dans un premier temps de chaque espèce, pour pouvoir démontrer que en fait les lois existantes devraient faire interdire par exemple la présence d'animaux sauvages dans les cirques, puisque un tigre, si vous prenez son besoin physiologique essentiel, c'est de courir pour chasser. Donc il ne peut pas chasser déjà, et puis il ne peut pas courir dans une cage aussi grande soit-elle, même si elle faisait 50 mètres carrés ou 500 mètres carrés, il ne pourrait pas assouvir ce besoin physiologique primaire. Et la loi prévoit que tout animal doit être placé dans des conditions compatibles avec ses besoins physiologiques. Donc si la loi était logique et que l'humain l'était aussi, il n'y aurait déjà plus d'animaux sauvages dans les cirques, puisque c'est pas
pas compatible avec leurs besoins physiologiques. Pareil pour un cheval par exemple, aujourd'hui vous avez tout à fait le droit de laisser un cheval dans un box de 3 mètres carrés toute sa vie, du moment qu'il a à manger, qu'il est soigné. Voilà, il n'y a aucune interdiction ou obligation de lui offrir 1 hectare de terrain par cheval. Il n'y a aucune obligation là-dessus. Donc ça, il faut définir pour chaque espèce quels sont ses besoins physiologiques et obliger l'humain à respecter ses besoins physiologiques, puisque c'est vraiment le b.a.-ba du respect qu'on peut apporter à un animal. Voilà. Ensuite, on arrive au paragraphe sur les mesures pédagogiques. Donc là, il faudrait que dès voilà, la rentrée 2019, puisque maintenant c'est trop tard pour celle de 2018, il y ait une inscription au programme en fait d'un module sur, enfin dans les écoles, d'un module sur la compassion, l'empathie, le droit des animaux et le respect qu'on doit à la nature et aux animaux, et que ce soit un cours obligatoire au même titre que l'était peut-être l'éducation civique, voilà, ou les maths ou le français, pour que les enfants qui ne peuvent pas bénéficier de cette éducation par leurs parents, qui sont trop idiots pour leur inculquer ça, puissent l'avoir à l'école et que ça soit vraiment la base voilà, d'une éducation, puisque respecter les animaux, c'est aussi respecter son prochain. Et donc, c'est important que les enfants aient un cours là-dessus à l'école et pouvoir développer leur esprit critique par rapport à ça. Donc ça, il faut que ça soit inscrit au programme. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Et après, il y a plein d'autres mesures pédagogiques qui peuvent être mises en place. Et justement, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour avoir l'avis de gens de terrain qui travaillent par exemple avec des enfants, qui peuvent voilà, avoir des idées sur peut-être des professeurs des écoles par exemple, qui peuvent avoir des idées d'éléments pédagogiques qui peuvent être mis en place pour apprendre aux enfants ou aux adultes aussi, enfin tout ce qui est happening dans la rue, voilà, enfin mettre des choses en place pour informer les gens, enfin que ça devienne quelque chose d'évident et non plus uniquement dans le cadre associatif, dans le cadre du militantisme en fait. Donc que ça devienne, voilà, que ça se démocratise et que ça devienne normal. Ensuite, au niveau de la justice, donc il faut développer au niveau des contrôles et de tout ce qui est application de la loi, puisqu'aujourd'hui il existe plein de lois qui sont censées protéger les animaux, mais les services qui sont censés contrôler leur respect ne le font pas. Et donc, du coup, il faudrait vraiment que la justice trouve un moyen de faire appliquer toutes ces lois qui existent déjà. Il faudrait aussi la création d'un tribunal spécifique pour les atteintes à la loi sur les animaux et les atteintes à l'environnement, puisqu'aujourd'hui, il existe par exemple un tribunal des prud'hommes qui gère les conflits par rapport aux droits des employés. Donc les droits des animaux doivent aussi être traités par un tribunal compétent, puisqu'aujourd'hui on voit que les juges appliquent la loi de façon complètement différente par rapport au même cas. En fait, le même cas n'est pas jugé de la même manière à un bout ou à l'autre de la France. Donc ça, c'est pas acceptable, et il faudrait justement que ce tribunal soit constitué de personnes qui ont trait à la connaissance de l'animal, c'est-à-dire des représentants d'associations, des vétérinaires, des gens qui sont au quotidien sur le terrain et qui peuvent juger ou non de la souffrance d'un animal et de l'application des lois qui leur ont trait. Voilà, et puis le dernier point, ça serait aussi de voir au niveau des lois européennes pour la protection animale et environnementale, puisque il y a plusieurs cas où la France a été attaquée devant la Commission européenne. Donc il faudrait là un avocat spécialiste qui coûte très très cher pour attaquer la France devant l'Europe, puisqu'il y a des lois européennes qui priment sur les lois nationales. Et la France peut être condamnée, par exemple, en l'espèce pour les cas, là je ne sais pas si vous entendez les coups de feu. Voilà. La France peut être condamnée en fait sur des faits où elle ne respecte pas la loi européenne, donc notamment en matière de chasse, puisqu'il y a des espèces protégées par l'Europe qui sont chassables en France.
Et donc si on fait condamner la France devant la Commission européenne pour ce genre de fait, ça peut aussi faire évoluer les choses. Après, il y a un autre point, c'est la zoophilie, puisque ça, faut vraiment voir quel statut ça a en France, à l'étranger, les sanctions, les lois qui existent, et voir comment les autres pays gèrent ce problème, parce que il y a vraiment des mesures à prendre d'urgence. C'est aussi des tortures immondes pour les animaux, et ça se développe malheureusement beaucoup. Donc voilà, il faut parler de ça et de voir comment on peut lutter contre cette ignominie de plus. Voilà. Et ensuite, il faut aussi un paragraphe sur la protection de la nature, puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, la protection des animaux est indissociable de la protection de l'environnement. Et donc il faut aussi agir sur la protection de l'environnement elle-même si on veut vraiment protéger les animaux. Donc de la même manière, quelques exemples de points que j'aimerais inscrire dans ce manifeste. Donc l'arrêt des subventions pour l'agriculture polluante, c'est ce dont je parlais pour les animaux sauvages, donc au profit de l'agriculture biologique, puisque c'est la destruction du biotope non seulement des animaux, mais aussi de l'humain, et que donc c'est à la fois un crime contre l'animalité, mais contre l'humanité. Et aujourd'hui, on voit que tous les cancers qui se développent, la maladie d'Alzheimer, enfin, il y a plein de maladies qui se développent dans des proportions assez inquiétantes. On sait, on le sait, mais on ne veut pas le voir, que ça provient aussi des traitements que les agriculteurs répandent sur leur culture, des pesticides, des herbicides, voilà. Ça fait aussi partie des atteintes aux droits des humains et des animaux. Donc une fois de plus, tout est lié. Et quand on ne respecte pas les animaux, on ne respecte pas non plus les humains, la preuve. Et ça, l'État le sait. Voilà, on sait que Monsanto est aussi un lobby voilà, qui est ultra puissant. Et donc il faut arrêter cette façon de travailler en subventionnant une agriculture conventionnelle qui détruit la nature, les animaux, donc notre environnement aussi, celui des animaux, qui apporte que voilà, des maladies, des catastrophes environnementales, humaines et animales, puisqu'on le sait aujourd'hui. Et donc ne rien faire contre ça, c'est en être complice. Donc l'État se rend complice de ça aussi. Après, il y a d'autres mesures, par exemple, que j'ai notées en vrac. Encore un coup de feu de cette manière. C'est l'interdiction, par exemple, de couper des arbres ou des arbustes entre mars et septembre, puisque ça, c'est pas interdit par la loi. Et malheureusement, il y a bon nombre d'espèces protégées qui nichent. Elles nichent toutes, d'ailleurs, quasiment à cette période. Et donc, il y a beaucoup de nids qui sont détruits, pas forcément intentionnellement, d'ailleurs, par des gens qui voilà, ont décidé de détruire leur haie pour faire un mur à la place, et qui coupent cette haie. Même si c'est débile, et c'est pas interdit par la loi de le faire entre mars et septembre, et pourtant ça va détruire des espèces protégées. Alors que dans le même temps, il y a quand même des lois qui punissent, avec des peines sévères d'ailleurs, la destruction d'espèces protégées. En théorie, bien sûr. Donc ça, faudrait qu'il y ait une loi pour tout ce genre de cas bien précis. Donc notamment, ne pas couper les arbres entre mars et septembre. Et ça, il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait citer voilà, pour éviter d'aggraver encore le massacre des animaux sauvages et de la nature. Ensuite, il y a la création et la mise en place du label l'étiquette, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est important de le mettre en place, et là il faudra aussi demander des subventions à l'État. Donc ça fait partie quand même de l'information du consommateur, de pouvoir savoir quel produit il achète. Et voilà, donc c'est un petit peu lui mâcher le travail, certes, mais là c'est un gros travail. Donc si on veut que le consommateur puisse ouvrir les yeux, il faut aussi là lui faciliter la tâche, parce que Dieu sait qu'elle n'est pas évidente, cette tâche. Voilà. Ensuite, il y a aussi le point de parler des lois européennes qui priment sur les lois françaises, surtout lorsque la France a signé les traités européens, et voilà, tous ces moratoires qu'elle signe, qu'elle ne respecte pas, et pour laquelle elle n'est pas condamnée. Pour qu'elle soit condamnée, il faut qu'elle soit attaquée. Et pour être attaquée, il faut avoir des sacrés bons avocats qui attaquent quand même une nation. Donc là, je vous laisse imaginer qu'il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Mais c'est le seul moyen, en fait, de pouvoir faire condamner la France, puisqu'on ne peut pas, en tant qu'association, attaquer la France devant la Commission européenne.
Et en plus, ça serait très dangereux, enfin, de le faire soi-même pour que ça ait un impact. Il faut vraiment que ça soit un avocat spécialisé. Et il y a un autre point, c'est que j'ai appris récemment qu'il y avait des citoyens, des professionnels qui attaquaient la France en fait pour le non-respect des obligations sur le changement climatique, puisque la France s'est engagée aussi mondialement à prendre des mesures contre le changement climatique puisque bah, ça met quand même en danger l'humain. Parce qu'égoïstement, le pays pense à l'humain, mais ça met en danger et l'humain et les animaux, c'est lié. Et la France s'y est engagée, elle ne le respecte pas. On voit les conséquences du changement climatique, on les connaît, mais on ne prend pas notre pays, encore une fois, est en retard sur tout ça et ne prend pas de mesures. Voilà. Donc grosso modo, pour les mesures, enfin les exemples de mesures par catégorie, j'en ai terminé. Voilà, donc dans toutes les catégories que j'ai citées, j'ai donné des exemples et je voudrais vraiment que tout le monde puisse se mobiliser pour me donner son avis et me donner d'autres exemples qu'on puisse inclure justement dans ce plan de manifeste pour qu'on essaie d'oublier le moins de cas possible où il y a des choses à changer. Et donc pour ça, bah, je ne peux pas avoir pensé à tout. Et il faut, je pense, avoir un manifeste qui présente, je ne sais pas, peut-être 500 mesures. Là, j'en ai une cinquantaine, mais il y en a peut-être 500 ou 1000 à prévoir. Donc ça, qu'on m'aime pas, qu'on me trouve sympa ou qu'on me trouve pas sympa, là, on se contrefout de savoir qui fait ce moratoire. Ou voilà, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire à ma place, et ben, grand bien lui fasse, parce que c'est un travail énormissime que j'ai pas spécialement envie de faire, mais c'est la seule manière de pouvoir réclamer les choses et je vais expliquer justement de quelle manière ensuite. Donc une fois que ce moratoire est fait, s'il reste dans mon Facebook ou voilà, dans mon ordinateur, ça n'a aucun intérêt. Le but en fait, ça serait vraiment de pouvoir le mettre en ligne et qu'il soit possible de le signer comme une pétition, si vous voulez, mais en mettant son numéro de carte d'identité pour que ça ait une valeur juridique en fait déjà, et puis une valeur au niveau du poids que porte ce moratoire. Alors, je suis désolée, il y aura une quatrième vidéo, donc pour la fin du manifeste en fait et son utilité et dans quel but il faudrait faire ce moratoire plutôt. Donc la première chose, c'est qu'on puisse déjà faire le point, comme j'ai dit, sur tout ce qu'on a déjà pu faire, le peu qu'on ait pu obtenir pour les animaux et pour la nature. Ensuite, faire le listing de toutes les demandes qu'on a à formuler et ce qu'on exige. De façon concrète et à ce que ça soit enfin écrit quelque part de façon claire et nette. Le but de ce moratoire, c'est évidemment de le présenter à un chef d'État déjà pour commencer, donc en l'occurrence Monsieur Macron, une fois qu'on aura synthétisé donc toutes les demandes que peuvent avoir les associations, les idées qu'on peut avoir pour faire changer les choses. Voilà, donc de le demander dans un premier temps en exigeant un rendez-vous à l'Élysée, puisque je crois que vu le travail que font les associations, on peut se permettre d'exiger un rendez-vous, étant donné que les chasseurs eux-mêmes, qui non seulement ne servent à rien, qu'à part à détruire la nature et l'espace de vie des animaux et des humains, et à tuer des humains aussi, en plus de tuer des animaux, sont reçus à l'Élysée. Donc il n'y a aucune raison que les associations qui sont composées de bénévoles en grande partie ne puissent pas exiger d'être reçus également à ce titre. Donc d'exiger un rendez-vous à l'Élysée et de présenter donc ce moratoire au chef de l'État en lui expliquant que en fait le temps des manifestations où on demande bien gentiment des choses avec des pancartes est passé parce que ça suffit en fait de prendre les animalistes pour des abrutis. Clairement et de montrer que, bah, si on ne peut pas avoir de poids en demandant les choses pacifiquement dans la rue avec des pancartes, avec des pétitions, avec des manifestations, eh bien, ce qu'on peut également faire aussi, c'est une manifestation qui va, ne plus avoir grand-chose avec celles qui ont été faites jusqu'ici. Et c'est là où je veux en venir, c'est que évidemment que le chef de l'État ne signera pas ce moratoire vu qu'il vient de signer voilà, des avantages pour les chasseurs et qu'il est clairement pro-industrie agroalimentaire. Mais celui-là ou un autre, ça ne changera rien en fait. Mais une fois qu'on lui aura présenté ça et qu'on lui aura expliqué ce qui va se passer si jamais on n'obtient pas ce qu'on veut, on va pouvoir donc organiser une manifestation
une seule grosse manifestation dans l'année. Et celle-ci, en fait, il faudra bien que tout le monde comprenne que si on était 500 000 à se présenter à cette manifestation et rester le temps qu'il faudra, on obtiendrait tout ce qu'on voudrait. Donc, pour donner un exemple, on peut très bien décider d'organiser une manifestation sur les Champs-Élysées, donc par exemple le 14 juillet, le jour où il y a le défilé, je ne sais pas si c'est possible, mais si on n'a pas le droit, on prendra le gauche, et de simplement expliquer qu'on ne bougera pas d'ici tant que ce moratoire n'aura pas été signé par le chef de l'État et par un bon nombre de ministres qui décideront de la mise en place de ces lois et qui s'engageront surtout à les mettre en place, pas dans 10 ans, mais maintenant. Parce que on a trop attendu, on a trop manifesté, on a trop signé de pétitions. C'est bon, je crois qu'on a compris maintenant. Donc, de rester sur les Champs-Élysées et de bloquer les Champs-Élysées jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut. Parce que de cette manière, on aura forcément du poids, puisque vu ce que rapporte à l'État une journée de commerce sur les Champs-Élysées, si on bloque la plus grande avenue du monde, je pense que cette fois-ci, on a du poids. Et il faut peut-être s'inspirer, c'est pour ça que je parlais de remise en question en fait au début de la première vidéo. C'est qu'il faut s'inspirer de ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, qui obtient intégralement ce qu'il veut quand il manifeste? Alors les agriculteurs, en cramant tout, en faisant 300 000 euros de dégâts payés par le contribuable et où ils sont absolument pas condamnés. Voilà, donc ils agissent pas par le pacifisme ou la passivité d'ailleurs, puisque ça a souvent le même aspect dans les faits. Donc ils agissent pas comme ça, ils cassent tout jusqu'à temps qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils l'obtiennent. Voilà, donc ça c'est le premier point. Si on prend une autre catégorie de personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent, c'est les routiers. Donc les routiers, ils l'obtiennent pas en massacrant tout, mais en bloquant les autoroutes. Parce que quand on bloque une autoroute, on bloque un pays tout entier, on bloque une économie. Et donc c'est illégal en soi de bloquer une autoroute. Pour le moment, je ne crois pas me souvenir qu'ils aient été condamnés parce qu'il est assez difficile de condamner 100 ou 200 000 camionneurs. Mais qu'est-ce qui fonctionne? C'est le nombre et le fait de ne pas plier et d'être radicaux. Donc radicaux, ça ne veut pas dire poser des bombes, ça veut dire prendre le problème à la racine et ne pas céder en fait. Donc eh ben, on peut éventuellement, voilà, alors je parle des Champs-Élysées, mais s'il faut bloquer une autoroute ou autre chose pour, voilà, pour obtenir ce qu'on pense être bien pour les animaux et la nature, eh ben, on peut, voilà, toutes les idées sont les bienvenues. J'ai pensé aux Champs-Élysées parce qu'en termes d'économie, ça peut effectivement mettre un sacré coup à l'économie française de bloquer cette avenue, mais c'est valable aussi pour une autoroute ou un autre lieu symbolique, voilà. Mais ce qui est primordial ce qui serait primordial dans cette manifestation, c'est qu'on soit au moins 500 000. Alors, ce que j'aimerais poser comme question, c'est qu'on est 3 millions au moins sur les derniers chiffres de végétariens et de véganes en France. Donc, comment on ne peut pas espérer être 500 000 à une manifestation qui réglerait tous les problèmes d'un coup, en fait? C'est-à-dire qu'on obtiendrait tout ce qu'on aurait listé pour les animaux, donc c'est-à-dire le maximum de choses qu'on puisse lister. Alors, comment on ne peut pas être au moins 500 000? Voilà, à 500 000, on peut l'obtenir. À 5 000, on ne l'obtiendra pas, ça c'est certain, puisqu'on nous enverra les CRS et on se fera déloger. À 500 000, ça va être plus compliqué de nous gazer et de nous déloger ou de nous condamner devant la justice. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que quand il y a 60 militants dans un abattoir, eh ben, ils risquent beaucoup plus, puisque s'ils étaient 5 000, eh ben, on ne pourrait pas faire condamner ou mettre 5 000 personnes en garde à vue. Donc d'où l'importance d'être nombreux. Et pour être nombreux, il faudrait donc pouvoir organiser une date où tout le monde puisse être présent et puisse aussi prévoir d'être là 2 jours, 3 jours s'il faut et de bloquer jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut. Parce que si on déclare une manifestation de 14h à 18h, même le 14 juillet sur les Champs-Élysées, tout le monde attendra qu'on ait fini notre petite manif et on repartira avec pas plus qu'on est arrivé, c'est-à-dire rien. Donc, il faut prévoir d'être présent 2 jours s'il faut, 3 jours, une semaine. Donc, on peut très bien voilà, fixer une date où, alors tout le monde ne pourra pas, puisqu'il y a des gens qui auront un travail où ils seront indispensables. Et je pense que vu l'enjeu, c'est-à-dire de libérer les animaux de l'Holocauste dont ils sont victimes, je pense qu'on peut prendre une semaine de vacances pour obtenir ça s'il le faut. Voilà, donc c'est les points que je voulais évoquer dans cette conclusion.
Et donc de trouver une date peut-être symbolique voilà, pour cette manifestation. Et c'est le but de ce moratoire, en fait, c'est d'une part de lister et d'autre part de dire que bon, bah, maintenant ça suffit, on a assez attendu, on a fait tout ce qu'il fallait pacifiquement et que maintenant bah, on est prêt à bloquer ce pays. Donc on ne parle pas de violence ni de tout massacrer, simplement de bloquer une autoroute, les Champs-Élysées, enfin voilà, quelque chose qui ait un impact réel contrairement aux pétitions et aux manifestations déclarées de 14h à 18h par exemple. Voilà, donc j'ai vraiment besoin de l'avis d'un maximum de personnes. Je le répète, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, là c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Que j'ai fait des montages ou que j'ai mis une belle musique sur cette vidéo, c'est pas non plus le problème. Le fond est là, donc si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez écouté le reste et je vous en remercie. Pas pour moi, mais pour peut-être l'impact que ça pourrait avoir. Je sais absolument pas si ça peut fonctionner, mais c'est l'idée que j'ai depuis des mois et que je mets pas en place puisque je m'évertue à prendre des animaux en charge qu'on me colle. Et donc, bah, j'aimerais faire changer les choses au fond pour que la prochaine génération soit pas dans le même cas que nous, c'est-à-dire à prendre des cas de maltraitance par-dessus la tête et que on n'en puisse plus. Et donc, bah, j'aimerais que la génération suivante puisse avoir l'impression qu'on a fait quelque chose de notre combat et qu'on n'a pas passé notre temps à manger des glaces véganes ou à s'acheter voilà, des pompes ou à se faire tatouer pendant que les animaux étaient en train de crever. Voilà, donc ça c'est le deuxième objectif, c'est après le sauvetage du sanctuaire ou en même temps parce que c'est évidemment pas moins important, ça concerne tous les animaux donc c'est plus important en termes de nombre, mais c'est les deux objectifs en fait que je me suis fixé. Et donc je rappelle le mail de l'association, c'est contact@association-du6 luna.com pour toutes vos remarques, vos idées, voilà, tous les points que vous pourriez me citer que j'aurais pas cités, puisque évidemment il n'y en a pas assez dans ce moratoire. Savoir si vous seriez éventuellement disponible, à combien de personnes, à quelle date, est-ce que ça vous paraît être une bonne idée, voilà. Et toutes les critiques sont les bienvenues, même celles que vous pensez être négatives, du moment qu'elles sont constructives. Si c'est juste pour dire que je fais de la merde sans proposer mieux, c'est pas la peine. Mais si vous avez voilà, d'autres critiques à faire, même voilà, simplement qu'elle puisse faire avancer les choses dans le bon sens et qu'on puisse enfin être des milliers voilà, à bloquer ce pays jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'il faut pour les animaux. Voilà. Et si vous avez une meilleure idée et vous pensez avoir l'idée du siècle qui puisse voilà, abolir l'esclavage animal dans les mois à venir, n'hésitez surtout pas à me le dire parce que ça m'évitera ce travail et surtout ça soulagera bah, au moins 3 millions de personnes en France et ça soulagera surtout les animaux qui se font égorger donc à raison de 1900 animaux à la seconde. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Et puis bah, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et, avec vos conseils, vos idées, vos critiques. Voilà. Et puis bah, j'espère que cette idée verra le jour et que c'est pas une vidéo dans le vent. Et j'invite bah, toutes les associations qui pourraient se sentir concernées à me contacter également pour qu'on puisse être nombreux sur ce projet qui, selon moi, me paraît viable, mais c'est mon avis, évidemment, donc peut-être c'est pas viable. Mais dans ce cas, il faut trouver autre chose et il faut trouver quelque chose de nouveau surtout, parce que critiquer 269, c'est bien, mais en attendant, je les trouve très courageux, très novateurs, ils assument leurs idées, leurs méthodes. Et ils ont un sanctuaire aussi, ils prennent des animaux en charge parce que c'est bien beau de faire que de la pédagogie et d'estimer que bah, c'est déjà largement, comme le fait d'être végane, de se dire je suis végane et c'est largement suffisant. Non, c'est pas suffisant en fait. Tant que les abattoirs sont pas fermés, tant qu'il y a un animal quelque part qui souffre à cause d'un humain, bah, c'est pas suffisant. Donc il faut se battre jusqu'au bout. Et donc bah, on a besoin d'un maximum de personnes pour ça évidemment, tout bord confondu, toute idée confondue ou voilà. Donc bah, merci et puis bah, j'espère à bientôt pour cette fameuse manifestation et surtout pour l'abolition. Merci.